Bonsoir. Le débat sur la drogue a franchi un nouveau cap. On ne parle plus simplement de dépénaliser le cannabis. On parle maintenant de le légaliser, autrement dit d'en autoriser la consommation, la vente et même la production. C'est le cas par exemple en Uruguay, c'est le cas aussi dans les États du Colorado ou de Washington aux États-Unis. Et on se demande si c'est une bonne idée dans la mesure où la médecine commence maintenant à se rendre compte des effets à long terme du cannabis et notamment chez les jeunes. Cannabis, les sacrifiés du pétard, c'est le thème de ce 247e numéro de Complément d'enquête. Vous fumiez combien là à peu près à cette période? À peu près 20 joints. Par jour? Par jour, ouais. Parce qu'en fait, quand on commence le cannabis, on fume une fois, on tire 2-3 tafs. On est tout de suite, on sent l'effet, quoi. Mais après, il faut chaque fois plus pour avoir cet effet. Voilà, David, qu'on vient d'entendre, a 30 ans aujourd'hui. Il a commencé à fumer du cannabis vers 14 ans et à sa majorité, les médecins l'ont déclaré schizophrène. La dépression, la schizophrénie, l'altération des conditions mentales ou plutôt du cerveau, eh bien, c'est l'autre aspect du cannabis. On va en parler ce soir. On va parler aussi de légalisation, puisque vous le savez, c'est une idée qui fait son chemin, y compris dans les pays producteurs comme le Maroc, où certains se disent que c'est la meilleure façon d'en finir avec cette prohibition qui ne profite en fait qu'aux trafiquants. Et puis on ira au Népal à la recherche de ces hippies qui sont lancés dans les années 60 sur les routes de Katmandou et vous verrez, certains n'en sont pas revenus. Voilà, pour parler de tout cela, difficile de trouver un lieu qui symbolise le cannabis puisque ici en France c'est prohibé. Alors on s'est rabattu, si je puis dire, sur un lieu qui lui symbolise la jeunesse. Évidemment, ce n'est pas un lieu de drogue, c'est juste un lieu où se trouvent des jeunes. Nous sommes ici du côté de la porte de la Chapelle. C'est la mairie de Paris qui nous a prêté ce lieu. On recevra ici le docteur Lovenstein, il est président de SOS Addiction, maître Caballero, qu'on ira voir, et lui milite beaucoup pour la légalisation. Et puis la présidente de la MILT, la mission de lutte contre les drogues, Danielle Jourdain-Ménager. On commence par l'enquête de Nathalie Sapena, Lou Cricorian et Frédéric Prigent sur ces conséquences assez méconnues du cannabis. Et pour réagir, tweeter et commenter, le mot-clé, bien sûr, c'est d'enquête. Dans la vie de David et sa mère, il y a deux périodes bien distinctes. Cette photo symbolise le temps d'avant, le temps où l'avenir lui souriait. Des fois même, je regarde cette photo, j'ai une petite larme, quoi, parce que je me dis, j'étais bien. Pourtant, il a déjà le regard sombre. Il a à peine 15 ans et il fume du cannabis au-delà du raisonnable. Vous fumiez combien là, à peu près à cette période? À peu près 20 joints. Par jour? Par jour, ouais. Parce qu'en fait, quand on commence le cannabis, on fume une fois, on tire 2-3 tafs. On est tout de suite, on sent l'effet, quoi. Mais après, il faut chaque fois plus pour avoir cet effet. David, un petit garçon jovial, épanoui, qui en grandissant s'assombrit. Un immense mal-être l'envahit. Fumer du cannabis le soulage, croit-il. Mais il se recroqueville sur lui-même. Au collège, c'est notre chute, il devient agressif. À tel point que sa mère, dépassée, le fait hospitaliser. Un médecin lui révèle alors que son fils fume des joints, beaucoup de joints. Vous êtes assise en face du médecin, donc pas de diagnostic, juste, voilà, votre fils fume 15 joints par jour. Alors là, ça a été... Là, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, hein, je veux dire. Et là, je culpabilise parce que je me dis, j'aurais dû le voir, j'aurais dû... mais comme je vous dis, on banalise vraiment le fait de fumer un joint. En plus, il y a l'adolescence, alors on met beaucoup de choses sur le compte de l'adolescence. Cette photo a été prise lors d'un repas familial, quelques semaines avant que David soit interné à l'hôpital psychiatrique. Un internement en urgence,
car il a des accès de violence. Le cannabis l'enfonce dans la dépression jusqu'au suicide. La première tentative suicide que tu as faite à l'hôpital, c'était, ça me fait, excusez-moi, mais ça a été essayer de se pendre avec un cintre accroché au lustre, donc à l'hôpital même. Il avait quel âge? 15 ans et demi. Et c'était vraiment in extremis qu'on l'a récupéré. D'ailleurs, les 3 tentatives de suicide que David a faites ont toujours été faites à l'hôpital. Et là, c'était aussi lié à la prise de cannabis. C'était des personnes. Tout à fait. Étaient, Ces 3-là, c'était lié vraiment à la prise de cannabis. En fait, à 15 ans, David est en train de devenir schizophrène. Il est envahi d'hallucinations. Donc voici ma chambre. Le cannabis aggrave ses crises. J'entendais des voix, des personnes qui n'existent pas. Et qui vous disait quoi? Qui Qui me disaient ouais, fais ça, fais ci, t'es con, t'es qu'un gros con. Vous aviez des crises d'hallucination plus fortes quand vous aviez fumé? Oui. Aujourd'hui, les médicaments ont fait taire ces voix. À 30 ans, David, invalide à 80%, aimerait travailler, mais en est incapable. Il passe l'essentiel de son temps dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Fini. Gagne. David serait-il devenu schizophrène s'il n'avait pas fumé de pétard à l'adolescence? C'est l'une des grandes questions qui agitent le corps médical, alors qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes fumeurs. À 14 ans, 1 ado sur 4 a déjà essayé. À 17 ans, c'est 1 sur 2. La France, championne d'Europe du cannabis chez les mineurs. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. À cet âge, les dégâts peuvent être irréversibles. Le début de l'adolescence est clairement une période à risque puisque c'est un moment où le cerveau se développe beaucoup. En quoi le cannabis altère-t-il la santé mentale de ces jeunes adeptes? Quels sont ses effets à long terme? Et comment les parents peuvent-ils réagir face à des ados métamorphosés par cette plante? Je le reconnaissais pas. Je le reconnaissais pas. Et surtout, il y avait le fait que je le reconnaissais pas et le fait que je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Le cannabis, une drogue pas si douce. Sortie de classe devant ce lycée d'une banlieue parisienne favorisée. Nous sommes vendredi soir, le moment de décompresser pour ces élèves de 15 à 17 ans. Et pour se détendre, rien de tel qu'un joint. Devant notre caméra, ils nous montrent volontiers leurs provisions de cannabis planquées au fond des poches. Et ça, c'est de la beuh. C'est la plante. Oui, c'est de la résine. Montre. Ils sont en seconde et en première, et ils fument ici en toute impunité. Tout le monde fume ici. Ouais, la majorité des gens. Vous êtes parfois réprimandé par les profs. Non, les profs, ils voient jamais. Alertés par notre caméra, la proviseure vient nous voir. Bonjour. Jeune qui fume du cannabis ici? Mais elle esquive la question du cannabis chez ses élèves. Des élèves désinhibés au point de brandir leur joint dans le dos de cette enseignante qui ne veut rien voir. Là, il y en a qui sont en train de fumer des joints derrière vous. Et en fait, le problème, c'est que le cannabis, il est là-haut, aux Ulysses, et l'argent, il est en bas dans la vallée. Regardez-les là, on les voit là. Si c'est pas des cigarettes qui fument. Je sais pas, là, moi, je ne peux pas juger. Hein, ça, c'est vous qui le dites. Hein. On sent l'odeur là. Ça, on peut sentir on les l'odeur. voit là. Oui. Là, ça sent pas trop, non? Non, je la connais bien, l'odeur. Certains de ces lycéens fument depuis qu'ils ont 13 ou 14 ans, et plusieurs fois par jour. Ça peut aller par des plus de 20 par jour. Plus de 20 par jour? Bah ouais. Mais ça te met dans quel état, 20 par jour? Ah bah après, t'es complètement défoncé, hein. Complètement défoncé, hein. T'es dans un autre monde un peu. Si t'as des problèmes et ça, tu fumes. Tu vas pas penser à tes problèmes, tu vas être ailleurs, tu vois. Ils prennent ça à la légère, mais les scientifiques connaissent beaucoup mieux aujourd'hui les effets néfastes du cannabis sur les jeunes cerveaux. Nathalie Safena. Des effets que ce chercheur observe grâce à ses appareils d'imagerie médicale.
Quand il est consommé à un âge précoce, le cannabis modifie le fonctionnement du cerveau. L'adolescence est un moment où le cerveau croît énormément. Le nombre de récepteurs sensibles à l'action du cannabis va augmenter. Il y a tout un tas de fonctions qui sont immatures, comme les fonctions de contrôle de l'impulsivité, comme le contrôle du plaisir, de la frustration. Toutes ces fonctions immatures vont être très sensibles à l'effet du cannabis. Pire encore, des effets se font sentir des années plus tard. Exemple avec ces tests de mémoire chez 3 groupes d'adultes. Les résultats sont sans appel. Ceux qui ont fumé du cannabis à 14 ans à gauche, ceux qui ont commencé à 18 ans et ceux qui n'ont jamais fumé. On voit que si on prend une personne qui a débuté tôt à l'adolescence, en moyenne, il y a une baisse des performances qui est plus forte que s'il a commencé plus tard. D'où l'importance pour les parents de réagir très vite, ce qui n'est pas toujours facile. Tu vas bien ? Étienne est étudiant en droit. Quand il commence à fumer, il est en 3e. L'escalade est rapide. En quelques mois, il passe à 7-8 joints par jour. À l'époque, sa mère s'en rend compte. Mais la communication devient vite impossible. À ces doses-là, Étienne vit au rythme des joints, entre euphorie et repli sur lui-même. La période de redescendre ne donne pas envie de vivre comme on vivrait normalement. Enfin, on n'est pas stimulé à aller parler avec sa famille, à faire ci, à travailler. Donc c'est dangereux dans la mesure où on se préoccupe pas de ce qui se passe autour de nous, en fait. Et c'est ça le véritable problème, je pense. Sa mère réalise qu'il est en train de se détruire. Il sèche les cours, il se met à voler de l'argent. Un soir, une dispute tourne mal et l'adolescent lève la main. Il avait des espèces de sautes d'humeur qui pouvaient le rendre effectivement brutal. On en est venu aux mains. Il s'est levé, il s'est jeté sur moi et il m'a plaqué au mur. Et bon, il s'est rendu compte, le temps que ça monte au cerveau, comme on dit, il s'est rendu compte, il a réalisé la gravité de ce qu'il était en train de faire. Et puis effectivement, il s'est mis à pleurer. Mais pour moi, on était allé... voilà, le plus loin que je puisse. D'ailleurs, je ne pouvais pas l'imaginer, mais effectivement, là, c'était allé vraiment, vraiment très, très loin. La crise est profonde, la famille au bord de l'explosion. Mais sa mère ne baisse pas les bras. Étienne doit arrêter le cannabis. Elle emmène son fils chez des psys, elle le harcèle pendant des mois. Je ne te laisserai pas tomber, tu peux faire ce que tu veux, moi je sais ce que je suis en train de faire et je te prends, je te porterai jusque là où je veux que tu ailles et ça durera 10 ans tu mourras sur ton dos. Donc je disais arrête le plus tôt possible parce que comme ça ce sera fini et c'était vraiment ce que je disais. Et ensuite on rentrera dans une relation normale où tu pourras aller venir sans que chaque fois je te regarde de travers pour savoir ce que tu as fait pendant que tu es hors de la maison. La stratégie a fini par payer. Aujourd'hui, Étienne n'est plus accro au cannabis. Il a renoué avec sa mère et sa sœur et se passionne pour ses études de droit. Mais parfois, la famille est impuissante. À l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, nous avons rencontré Thomas, enfermé ici à la demande de ses parents depuis 3 semaines. Un coup de tonnerre dans la vie de cet étudiant de 22 ans en école d'ingénieur. Le cannabis qu'il fume sans retenue depuis l'adolescence a agi comme le révélateur d'une pathologie psychiatrique. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous avez donc arrêté le traitement ou comment? Une maladie qu'il portait en lui sans le savoir. J'ai été diagnostiqué donc des troubles de l'humeur. Et donc je souffre d'un trouble bipolaire de type 1, je peux passer d'un état maniaque à un état dépressif. Des gens qui, on va dire, ont des signes peut-être avant-coureurs d'une pathologie, encore une fois psychiatrique, peuvent, avec le cannabis, déclencher la maladie. Alors qu'il ne l'aurait pas déclenché forcément s'il n'avait pas fumé. C'est difficile à dire, c'est-à-dire que souvent quand même, ce côté donc biologique fait qu'on entrera dans la maladie plus tardivement, mais effectivement la consommation de cannabis, une fois elle a été initiée, surtout si elle a été initiée, on va dire dans la plus grande jeunesse, généralement là ces derniers temps c'est 12-13 ans, au moins il y a un risque plus élevé d'entrer plus rapidement dans la maladie. Cela fait déjà 2 fois que Thomas est hospitalisé pour bouffée délirante aiguë.
À chaque fois, le même délire provoqué par les joints. Il se prend pour Dieu. Ouais. Vous pensez que ça va être difficile pour vous d'arrêter le cannabis? Non, j'ai envie d'en fumer parce que j'adore le goût, parce que j'adore l'effet. Mais voilà, je suis prêt à faire ce sacrifice parce que j'ai déjà trop perdu à cause de ça. C'est-à-dire trop perdu C'est-à-dire, c'est ma dernière chance avec l'école. J'ai fait beaucoup de mal à mes proches à cause des épisodes délirants que j'ai eus, de ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire. Je le regrette, évidemment. Thomas devra prendre à vie des médicaments et bannir à jamais le cannabis. La prescription est la même pour David, le jeune schizophrène. On s'embrasse toujours. Il va mieux depuis quelque temps. La preuve, il peut sortir tout seul, ce dont il était incapable il y a encore quelques mois. Ça va et toi? Ça va. Ça va, ça va. Il passe désormais tous ses après-midi dans ce club. Ici, tout le monde l'a adopté. Il fait même partie de l'équipe de foot. Donc voilà. Moi je suis là. David, vous êtes le gardien. Le gardien, ouais. C'est un bon gardien? C'est le meilleur. Ses copains savent parfaitement quels sont les dangers du cannabis pour David. Et ils veillent sur lui. On est un peu là pour un peu le soutenir. Les copains, ils sont là pour ça. Donc pas de cannabis Non. Quand David est là. En tout cas, il n'a pas intérêt devant nous. Oh, ça, il n'a pas intérêt, il le sait. Je sais que je suis fragile et que, entre guillemets, à tout moment, on peut y retoucher à ça. À tout moment. Il suffit que je suis pas bien un moment. Il suffit d'une fraction de seconde et hop là on l'a fait, mais voilà, c'est pas bon quoi. Pour vous, vous le payez cher en fait si vous fumez un joint. Ah oui, je paye cher. Un joint, 2 mois d'hospitalisation. Mais j'ai plus l'habitude. Sa dernière rechute date de l'été dernier. Elle lui a effectivement valu 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Elle est belle. Voilà pour cette enquête de Nathalie Sapena, de Lou Cricorian et de Frédéric Prigent avec de très beaux témoignages. Et on est ici avec vous, docteur Lovenstein, dans ce skatepark, comme on dit. C'est pas un lieu de drogue, hein, c'est pas ce qu'on veut dire par là, c'est un lieu de jeunesse. Enfin, on est du côté de la Porte de la Chapelle, qui lui est un lieu où ça deal pas mal. Et vous, on vous connaît beaucoup pour la clinique dont vous occupiez il y a quelque temps. Et là, maintenant, vous êtes spécialiste des addictions et vous lancez cette association qui s'appelle SOS Addiction, avec comme devise le pouvoir d'informer, le devoir de protéger. J'ai l'impression qu'on ne protège pas assez en France sur l'addiction, qu'on n'a pas le discours qu'il faut. En tout cas, pas suffisamment d'informations et pas suffisamment d'actions. Bon. Donc, que tout le monde se mobilise, on va en parler. Alors, sur ce lien éventuel entre, parce qu'on parle que du cannabis, le cannabis et schizophrénie et problèmes mentaux, développement du QI, enfin, etc., etc. Est-ce qu'il y a un lien avéré aujourd'hui entre les deux? Maintenant, oui. Très longtemps, les avis scientifiques, les études ont été divergents, voire contradictoires. Maintenant, c'est plus clair. C'est-à-dire que l'on sait que sur certains cerveaux vulnérables, parfois chez l'adulte avec déjà une maladie mentale, mais surtout chez l'adolescent avec ce cerveau en formation, nous allons avoir une possibilité de précipiter une maladie mentale. Ça ne veut pas dire que ça va concerner tout le monde. C'est une maladie qu'on aurait développée quoi qu'il arrive, peut-être plus tard. Très vraisemblablement, parce qu'on explique dans le reportage que le cerveau évolue encore beaucoup à l'adolescence. Il y a les connexions neuronales qui se fabriquent. Et c'est là que le cannabis vient s'intercaler et perturber le fonctionnement. C'est l'organe qui met le plus de temps à maturer. Il faut attendre 25 ans pour que notre cerveau soit formé. Donc, quand il y a une substance comme le cannabis ou l'alcool qui vient frapper pendant cette formation, ce qui n'a pas été sculpté pendant cette période d'apprentissage ne le sera plus jamais. Sur la schizophrénie, soyons clairs, il y a 14 millions de Français entre 11 ans et 75 ans qui ont déjà fumé. C'est pas 14 millions de schizophrènes, même si certains se prennent pour le sélectionneur de l'équipe de France ou le président de la République. Mais
ce sont des personnes qui, comme des allergiques en quelque sorte, sont plus fragiles que d'autres. D'où l'importance des consultations de repérage, des consultations jeunes consommateurs, de ces consultations qui vont dire attention pour vous, c'est dangereux. C'est quoi la limite? On parlait de 14-15 ans, où là il faut retarder, c'est quoi? C'est 18 ans, c'est 22 ans, c'est quoi? Vraiment, si notre pays pouvait se dire mieux vaut jamais, ça a été dit, on sait que ça a ses limites, mais surtout mieux vaut tard que trop tôt. Donc 17, 18 ans, c'est déjà très jeune. Or on voit que les usages sont en train de glisser vers la 4e, vers la 5e, c'est-à-dire vers 13 ans, 12 ans. C'est beaucoup trop jeune. On est champion d'Europe pour les jeunes. Voilà, on sur est la consommation de cannabis. On a les adolescents les plus drogués d'Europe, malgré notre politique de prohibition. Pour être tout à fait clair, fumer du cannabis très tôt, ça veut dire déscolariser, ça veut dire des mauvais résultats scolaires, désocialiser, etc. Ça, c'est l'effet immédiat. Et ça peut déclencher plus tard des maladies mentales, la schizophrénie. Mais pas pour tous. Comme pas pour l'allergie. Donc c'est ce repérage et ces consultations jeunes consommateurs qui sont promus par la MIL, par la DGS, par la Fédération Addiction. Pour aller détecter les jeunes qui peuvent être sensibles, etc. L'Allemagne n'a pas changé la loi, elle a fait du sanitaire. Elle a dit attention, c'est dangereux pour vous, et elle obtient des résultats nettement meilleurs que les nôtres. Alors nous, on le fait pas. On peut. Non, c'est parce que quoi? C'est parce que c'est interdit le cannabis et qu'on peut pas avoir de vrais discours de santé et de prévention. Eu de discours clair. On a pensé que la loi, avec son interdiction, allait tout faire ou presque. On a la loi la plus répressive d'Europe, mais on a les adolescents les plus drogués d'Europe et ça nous a pas protégés d'un point de vue insécurité. C'est plus facile de trouver une Kalachnikov qu'un centre de soins à l'heure actuelle. Hélas. Mais à votre avis, on ne légalise pas. C'est pas forcément le bon chemin. Il faut conventionnaliser. Cette loi est stupide. Mettre quelqu'un en prison, menacer de prison parce qu'il fume, c'est au 21e siècle. On en fait une convention. On comprend que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et on sait qui protéger, c'est-à-dire les plus vulnérables, bien sûr, en retardant l'âge du premier usage, je le dis et redis. Vous avez fumé, vous? Alors, vous voyez ce type de question qui a été posée même à Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il en a bafouillé délicieusement. Montre l'immaturité encore de notre société. C'est impossible de vous répondre. On va retenir que ça. On va savoir. Est-ce que vous avez fumé? Si je dis oui, je suis... Alors moi, je fume un pétard sur le tard, très tard. Voilà, il faut toujours qu'on rajoute un petit truc comme ça derrière. Il faut s'exonérer derrière. Voilà, s'exonérer derrière. Ça prouve le chemin qu'il y a encore à faire sur l'authenticité et la liberté. Avec la loi actuelle, ce n'est pas possible. Donc je vous répondrai quand il y aura une agence nationale de recherche en addictologie, un conseil national d'éthique, et si vous me réinvitez, bien évidemment. Eh bien, on verra pour en parler, parce que je crois malheureusement qu'on parlera de la drogue. Votre association s'appelle SOS Addiction, elle est en cours de création pour développer les discours dont on parle. Alors, puisqu'on parlait de légalisation, on va aller au Maroc, puisque c'est un État producteur, enfin, officieusement, parce que ce n'est pas tout à fait officiellement, évidemment, qu'il produit et qu'il commercialise, mais justement, il se demande s'il ne devrait pas le faire de façon tout à fait légale et délibérée, puisque, se disent les autorités, la drogue profite essentiellement aux trafiquants et elle génère beaucoup de corruption au sein même de l'État. C'est un reportage assez étonnant de Romain Bouty, d'Olivier Gardette et de Vincent Buchy. Un matin d'hiver, sur les routes du nord du Maroc. Notre voiture file vers une zone sauvage, reculée. Les montagnes du Rif, à 1500 mètres d'altitude. À nos côtés, Kenza El Khali, une députée de cette région, l'une des plus défavorisées du pays. Regardez comment sont les maisons. C'est pauvre. C'est une région qui est plus ou moins isolée, il fait froid. Les habitants sont dans des conditions très, très rudimentaires. Elle nous emmène vers la capitale historique du cannabis. Nous voici à Ketama. Il y a ici beaucoup de cultivateurs, mais surtout des trafiquants, qui tiennent la ville depuis longtemps. Autant dire que l'arrivée de l'élu, avec notre caméra, passe ici pour une intrusion. Vas-y, avance. Avance un peu, là. Je préfère qu'on n'attire pas beaucoup l'attention. Il faut qu'on aille. Avance un peu, va te là-bas. Ce sera plus discret. Ici, tout le monde la connaît. Elle et son projet révolutionnaire. Elle veut en finir avec l'exploitation des cultivateurs par les trafiquants
en légalisant la culture du cannabis à des fins thérapeutiques. Et évidemment, son projet ne ferait pas les affaires des trafiquants. C'est donc à l'écart de la ville qu'elle entame sa campagne de sensibilisation auprès des paysans du coin. Moi, je suis du parti de l'Istiklal. On est venu avec ces journalistes français de France 2 pour vous dire qu'on veut faire passer une loi au Parlement. Une loi qui va vous laisser cultiver le cannabis. Oui, vous savez, les plantations, on va toutes vous les laisser. Ce qu'on veut, c'est rééquilibrer un peu la balance. Parce que vous, aujourd'hui, vous gagnez rien du tout dans cette histoire. Le cannabis au Maroc, une énorme hypocrisie. Officiellement, la loi en interdit la culture. Mais dans les faits, 1 million de personnes en vivent. Bonjour, comment ça va? Des cultivateurs qui n'ont aucune existence légale et font régulièrement l'objet de poursuites, parfois même d'arrestations. Du coup, avec son projet, elle est accueillie par les paysans comme une sauveuse. Elle dit qu'il m'a déjà vu à la télévision. Ce que propose la députée, c'est rien de moins qu'une nationalisation de la filière. Dans notre projet de loi, on a prévu qu'il y ait une agence nationale qui va acheter, qui va s'occuper de ce cannabis. Donc le contact va être directement avec l'agence, elle se chargera avec l'État de faire ce qu'il veut. Donc eux, ils vont être des citoyens normaux qu'ils cultivent avec pas d'autres problèmes, ça va être normal. Légaliser les cultures. Au Maroc, l'idée fait son chemin. Et l'enjeu est de taille. Sur une zone grande comme un département français, l'été, les plants de cannabis recouvrent des vallées entières dans le Rif, au vu et au su de tous. Un trafic qui rapporterait 13 milliards d'euros chaque année, l'équivalent de 10% du PIB marocain. Mais sur place, à qui profite vraiment ce marché parallèle? Des petits cultivateurs payés au lance-pierre, aux grossistes qui font fortune, nous sommes remontés à la source d'une filière fondée sur l'injustice et la corruption. Notre enquête commence près d'un village reculé du Rif. Au début de la filière marocaine, il y a d'abord les prolétaires du cannabis. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. Et lui ? Voici Mehdi, 25 ans, cultivateur de cannabis. Vous ne verrez pas son visage, car il vit dans la peur, à la fois de la police et des trafiquants. Il faut marcher 2 heures pour rejoindre son village, entouré de champs de kiff, le nom du cannabis au Maroc. Ici, dans cette vallée, il y a beaucoup de kiff. Un peu partout, oui. Moi, j'en ai un peu en bas, là, un peu par là. Chacun a des petites parcelles de 3 ou 4 hectares. Ici, c'est que des petits cultivateurs? Ah oui, que des petits, pas des gros. Sur ces terres arides, c'est la seule culture possible. Dans le village, la seule source de revenus. Dans sa famille, on cultive depuis plusieurs générations. Mehdi occupe cette maison de terre au confort rudimentaire. Voilà, c'est là que je dors. Eh oui. Pas de chauffage, un matelas à même le sol et une ampoule pour toute la maison. Du mois d'août jusqu'en mars, la pièce principale fait aussi office d'atelier clandestin pour la transformation de la drogue. Ça, c'est la récolte de cette année. Toute la journée, avec son petit frère de 14 ans, il transforme le cannabis séché en hashish. L'opération, artisanale, consiste à verser quelques kilos de la plante sur un tamis posé au-dessus d'une bassine. Puis, durant plusieurs minutes, ils vont frapper dessus pour faire tomber la poudre de kiff. C'est cette poudre qui sera ensuite compactée en savonnette de résine commercialisée en Europe. Mehdi, lui, la vend brute en poudre à des grossistes. D'abord, on doit la tester pour voir si c'est de la bonne qualité. Pour voir si ça convient aux acheteurs ou pas. De toute façon, nous on fait tout sur commande, on fait en fonction de ce que eux veulent vendre sur le marché. Combien tu la vends toi au kilo?
200 € le kilo. Tu sais que ce sera ensuite revendu 15 à 20 fois plus cher? Ah oui, je sais, ça me fait mal au cœur. Je travaille toute l'année, je fais des efforts, j'ai à peine de quoi manger. Alors que d'autres gagnent beaucoup plus. Avec son cannabis, Mehdi gagne en moyenne 150 € par mois pour faire vivre une famille de 8 personnes. Qui sont ces fameux acheteurs, ces grossistes qui lui imposent leurs lois et surtout leurs prix? Quand on lui en parle, Mehdi préfère rester prudent. Ils viennent d'où? Ah mais je sais pas. Ils viennent de là, ils arrivent par là-bas, on sait pas trop. Ils achètent tout d'un coup et puis ils partent. Toi tu les connais pas, tu connais pas leur nom, pas leur visage. Ah non, moi je veux juste leur argent, c'est tout. Qui ils sont, je m'en fous. Et l'argent de ceux à qui profite vraiment le cannabis, on peut en avoir un aperçu dans la région. Perdus au fond des vallées, d'étonnantes villas, bâties comme des forteresses. Ce sont des maisons comme celle-ci qu'occupent les grossistes, et leur argent leur assure une quasi-impunité. C'est ce que nous allons comprendre en rencontrant l'un d'entre eux. Nous nous faisons passer pour des acheteurs étrangers à la recherche de 300 kilos de hashish. Un guide complice, une caméra cachée, et c'est parti. Bonjour. Bienvenue au Maroc. Merci. Notre fournisseur a envoyé sa fille pour nous guider jusqu'à lui. Elle n'a pas l'air surprise de voir des Occidentaux s'aventurer dans ces montagnes. Il y a des acheteurs qui viennent de partout jusque chez nous. Toute l'Europe vient dans cette belle terre, je vous assure. D'Angleterre, de Slovénie, des Pays-Bas, de partout. Dans la région, la famille est bien connue, elle a réussi. En plus de ce pied-à-terre, elle possède plusieurs maisons à Tanger, Fès ou encore Tétouan. Le patron a la cinquantaine. L'accueil est chaleureux et à peine arrivé, il nous emmène dans son garage pour nous montrer son stock. Comment? C'est bon ça? Un tas de cannabis séché remplit la pièce. L'odeur prend à la gorge. T'as combien là? Il y a combien? 400, 500 kilos. Il dit vendre 2 tonnes par an. Et nous lui faisons croire qu'une commande de 300 kilos nous intéresserait. Un échantillon nous est proposé. Regardez. Là, celui-ci c'est combien? Ça se dit 1 gramme. 1000 le kilo. Oui. 1000 € le kilo, c'est 5 fois plus que le prix de Mehdi, le petit cultivateur. Ils peuvent se permettre une telle culbute, car ils maîtrisent une phase cruciale dans ce business, le transport. Est-ce que vous êtes capable de faire le transport ou pas? Le bâton, eh bien, si tu repasses le bâton, tu vas regarder la place, tu passes le bâton. 3 jours, on va toi 15 jours. Tu mets le bâton, tu mets le bâton, tu parles bien. Ils assurent donc le transport de la cargaison de chez lui jusqu'à la mer. Mais pour ça, il y a un surcoût. Combien moi je te paye pour que tu fasses ça, toi? 300 dirhams, comme ça. Par kilo? Par un kilo. Oui, avec le camion, je pars, je fais la route. La route, il y a le contrôle, la route. Toi, tu payes les gendarmes? Oui, je ne pas jouer. Il nous demande 10 000 € pour, dit-il, acheter les gendarmes. Sur le chemin du retour, la fille du patron affirme que ces bakchiches seraient ici la règle pour qui veut circuler avec une cargaison de hashish. Ici dans la région, les gendarmes sont très arrangeants. Si quelqu'un veut vendre quelque chose, faut juste donner sa part et les soudoyer. Après, ils te demandent ni qui tu es, ni d'où tu viens. À l'entendre, être gendarme dans le Rif, cela pourrait rapporter gros. D'ailleurs, cette région, pourtant austère, serait la plus prisée des militaires, qui se bousculeraient pour être mutés ici. La corruption de certains membres des forces de l'ordre peut être une des raisons pour lesquelles chaque année, 2000 tonnes de hashish parviennent à quitter le Maroc pour l'Europe. Et gare à celui qui la dénonce.
Moi, je voudrais parler de quelque chose de très important. La corruption des autorités locales. Si des zodiacs chargés de hashish peuvent partir des côtes, il y a bien des responsables. C'est parce que les membres de la Sûreté nationale sont corrompus. C'est ça la responsabilité de l'État. C'était en 2008, sur la deuxième chaîne marocaine. Chakib Al-Kiari, un militant acharné de la lutte anti-drogue, brisait un tabou. La complicité des autorités dans le trafic. Cela se passait dans sa ville, Nador, une importante cité côtière, connue entre autres pour sa lagune, la Marchika. Il n'y a pas si longtemps, elle était réputée pour être l'un des points de départ stratégiques des fameux Zodiacs. Ces puissants hors-bord pouvant atteindre les 100 km/h filaient vers les côtes espagnoles, chargés de tonnes de hashish. À Nador, on comptait jusqu'à 30 départs par jour en 2007. Un trafic qui, selon Chakib, ne pouvait se faire que sous l'œil complice des militaires locaux. Selon lui, les gardes-côtes avaient mis en place un système de péage dans la lagune. C'est ça la lagune de Marchika. Vous voyez? Et ici, il y a un poste fixe des forces auxiliaires qui surveille cette lagune. D'accord? Donc j'ai dit comment ces zodiacs ils sont entrés. Et sortir et entrer encore. Ça prouve que les membres sécuritaires qui surveillent la lagune sont appliqués tout facilement. Pour avoir dit tout haut ce que beaucoup savaient, Chakib a été arrêté et inculpé pour atteinte au corps constitué. Il a passé 2 ans et demi derrière les barreaux avant d'être gracié par le roi Mohamed VI en 2011. Le combat du militant aura eu au moins un effet à Nador. À la demande du roi, les plages occupées par les zodiacs des trafiquants ont laissé place à une gigantesque zone d'aménagement touristique. C'est tout au long de la lagune, et c'est un très grand chantier qui va rendre Nador le premier pôle touristique au niveau national. Les mentalités sont-elles en train de bouger au Maroc? Ironie du sort, c'est Chakib, l'ex-détenu, qui le premier a milité pour la légalisation du cannabis. Une idée qui à Rabat a fait pour la première fois son entrée officielle au Parlement marocain. Il y a quelques semaines, le parti de Kenzel Khali a déposé une proposition de loi. 2 autres s'apprêtent à lui emboîter le pas. Le Maroc pourrait bientôt être le 7e pays au monde à légaliser le cannabis à des fins thérapeutiques. Et voilà pour ce reportage de Romain Boutilly, Olivier Gardet et Vincent Buchy. On est ici dans votre bureau avec vous, Maître Francis Caballero. Vous êtes avocat, on vous connaît bien, vous êtes un adversaire de la prohibition. Depuis des années, vous vous battez pour que le cannabis soit en vente libre. Alors on va en parler. Non, en vente contrôlée. En vente contrôlée. Et vous avez appelé ça, enfin vous avez écrit votre délit, ça s'appelle Legalize It, un titre en anglais pour dire légalisons-le. Alors je vais reciter quelques chiffres, tiens, justement sur le Maroc et puis les saisies et la production et le prix du cannabis en France. Le Maroc, il faut savoir qu'il produit 40% du hashish mondial et 80% de ce qu'on consomme en Europe. Le prix de la résine de cannabis ou de l'herbe, c'est environ 10 € le gramme. L'héroïne, c'est 40 et la cocaïne, 70. Ce sont des chiffres de l'Observatoire français des drogues et toxicologie. Et puis sur les saisies de cannabis en France, 600 kilos saisis en 70, 60 tonnes en 2010 et 51 tonnes en 2012. Alors vous vous dites, il faut en finir avec l'hypocrisie, ça sert à rien la prohibition, il faut légaliser. C'est quoi cette histoire? Pas avec l'hypocrisie, bon, toute réglementation est hypocrite dans le principe, non. Moi, je vais être clair avec vous, la légalisation contrôlée sert l'intérêt général. Aujourd'hui, mon mode de raisonnement, c'est que mon système, la légalisation contrôlée... Contrôlée, ça veut dire en vente libre, dans les bureaux de tabac par exemple? Non, surtout pas dans les bureaux de tabac, dans un circuit séparé de cannaboutique et de cannabistro, avec un mode de production sous le contrôle de l'État, avec des cannabiculteurs, qui est une sorte d'horticulture, une régie française du cannabis. Mais avant de parler... C'est pas accessible à tout le monde. Les jeunes, si, les jeunes. Ah non, interdit aux mineurs, interdit en public, interdit de publicité, des contrôles normaux pour une drogue licite. Bon, et pourquoi ça serait la solution de faire ça?
D'abord parce que la prohibition est quand même un échec mondial. On en est même en France, on en est à se tirer au Kalachnikov dans les banlieues de Marseille et de la banlieue parisienne. Donc c'est pas un succès total. Vous avez dit vous-même, les chiffres ont été multipliés par 100, entre 600 kilos et 60 tonnes en 40 ans de prohibition. Est-ce qu'il faut sortir de la prohibition uniquement au motif que on n'y arrive pas, donc laissons tomber, laissons passer? Non, pas seulement. Quand je dis que la légalisation contrôlée sert l'intérêt général, c'est que je pense qu'il est de l'intérêt d'un État moderne de contrôler cette substance qui quand même fait l'objet d'une consommation massive. Il y a 1 million à 5 millions de personnes qui en consomment. Il faut bien s'occuper d'elles, même si les usagers de cannabis ne méritent pas un respect total. Et donc, vous dites qu'il y a de l'argent à se faire. Pour l'État, il y a de l'argent à se faire. On est assis sur une mine d'or, si vous voulez, qui pour l'instant, oui. La mine d'or, elle profite aux trafiquants, comme vous le montrez dans vos reportages sur le Maroc. Qui profite du système actuel? Que des trafiquants ou des policiers corrompus. Et en tout cas pas la société, l'État, les emplois honnêtes. Moi, je vais remplacer des emplois de trafiquants par des emplois honnêtes, de cultivateurs, de commerçants, de distributeurs. Il y a encore un argument que vous ne citez pas, c'est que vous dites en plus ça pourrait désencombrer les tribunaux qui n'en peuvent plus de brasser cette délinquance liée au cannabis. Je me tire une balle dans le pied puisque je plaide ces affaires. Mais encore une fois, c'est pas mon intérêt que je poursuis. C'est l'intérêt général de légaliser. J'en suis convaincu. En termes d'intérêt général, vous ne parlez pas des conséquences sanitaires. On le voyait avec Lovenstein. Justement. Il y a quand même 300 000 jeunes, d'après ce qu'il me disait, en France, qui sont gravement atteints par le cannabis. Enfin, c'est une drogue dont on découvre aujourd'hui qu'elle fait des dégâts, et notamment sur ces jeunes, enfin les adolescents qui prennent de plus en plus tôt cette drogue. Ça a des effets à long terme sur leur cerveau, sur des maladies mentales, sur des choses comme ça, sur la désocialisation et la déscolarisation immédiatement. Bon, je suis pas médecin, je vais pas rentrer dans ce débat. C'est ce que disent les médecins aujourd'hui. J'admets dans mon système que le cannabis est une drogue qui est dangereuse quand on en abuse. C'est clair. Mais l'État, il veut pas que ses citoyens soient tous défoncés, qui conduisent en état d'intoxication cannabique, etc. Donc l'État va mettre des garde-fous, des contrôles. Vous êtes par ailleurs l'avocat anti-tabac. Je vois que vous avez des affiches là, de Gaulois, Chevillion, Marlboro, etc. Bref, vous êtes anti-tabac viscéralement. Bon, cette drogue, on l'a légalisée, on l'autorise, elle est accessible à tous sauf en principe aux mineurs. Mais elle est accessible. Elle fait 70 000 morts par an. En légalisant le cannabis, est-ce qu'on ne va pas, là aussi, multiplier les dommages sanitaires pour la population? Je ne peux pas dire ce qui va se passer si on légalise en termes sanitaires, parce qu'on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, le cannabis ne fera pas 70 000 morts par an. Le cannabis ne fera aucun mort. Le cannabis, il n'y a pas de dose létale. Il ne tue pas, mais il cause des dommages irréversibles. Mais déjà, s'il ne tue pas, il est plus facile de lutter contre une maladie dérivée du cannabis que de lutter contre le cannabis en général. On va faire, si vous voulez, de la prévention adaptée, alors qu'aujourd'hui, on fait de la répression générale. Il faut de l'argent pour faire de la prévention. Moi, avec les 4 milliards sur lesquels je suis assis, l'or vert, comme ils disent en Californie, je répète, c'est une mine d'or. On pourra mettre une partie dans la prévention, une partie dans les taxes et une partie dans les emplois. Vous êtes soucieux des finances publiques. Tout à fait. Et puis, il y a une autre, c'est plus sentimental. Si vous voulez, la prohibition à l'heure actuelle, avec ces polices, ces coups à 6 heures du matin dans les ports, ces abus, parce que j'en constate beaucoup, policiers, judiciaires, douaniers, ces petits jeunes qui passent 4 jours en garde à vue avec des policiers qui disent « Tu sais, tu fais 3 plantes de cannabis, tu sais que c'est un crime ». Effectivement, c'est un crime de cultiver du cannabis, c'est la production de stupéfiants. C'est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Quand vous dites à un petit jeune qu'il encourt 20 ans de réclusion criminelle devant des cours d'assises spéciales pour avoir mis 2 plants dans son jardin, l'univers bascule. Ça crée un climat de méchanceté et de haine. Je ne veux pas dire que le cannabis changera l'esprit général des Français et de la société, mais c'est certain que le monde changera quand le cannabis sera légalisé. Merci beaucoup. Donc on va continuer, et puis en rêvant de cette France où tout le monde sera cool parce qu'il sera au cannabis. On sera déjà plus cool qu'aujourd'hui, oui. Non, on va aller voir justement à Katmandou. Ça doit vous rappeler, sinon des souvenirs, des souvenirs peut-être d'une époque où on le sait, les chemins de Katmandou étaient très prisés, des hippies qui allaient là-bas, fumer en toute liberté, puisque le cannabis y était toléré. Toléré, oui. Toléré. Il est interdit maintenant, mais il était toléré à l'époque. Donc on est allé voir ce qu'il en restait 40 ans plus tard. C'est Yvan Martinet, Yann Moine et Olivier Broutin qui nous proposent un joli reportage. Quand il ne prie pas, Chaitan Ashri est guide.
Nous avons demandé à ce jeune religieux népalais de nous conduire dans le piémont himalayen, là où pousserait à profusion du cannabis. Nous sommes à moins de 20 km de Katmandou, la capitale. Nous marchons depuis 2 heures, quand soudain... Bonjour. Attendez, j'ai vu un truc là. Dans ce champ en jachère, sous ses pieds, du cannabis, partout. Regardez, il y en a partout. Partout. Regardez ce gros plan là, c'est dingue. Magnifique. Pour ce jeune hindouiste, le cannabis, c'est avant tout une plante sacrée, un cadeau du dieu Shiva. Alors, il ne cache pas sa joie devant une telle abondance. Regardez ça. Des champs de marijuana. Au Népal, le cannabis, on appelle ça la ganja. Elle pousse sur ses pentes telle la mauvaise herbe. Dans quelques mois, ces plateaux en seront couverts. Il faudra même l'arracher pour cultiver le maïs. Mais pour Chaitanya Shri, cette herbe n'a que des vertus, qu'on la fume ou qu'on la mange. On prend un petit morceau comme ça et on l'avale. Tout simplement. Ça sert à quoi? À nettoyer. C'est comme un remède antiseptique qui t'aide à soigner différentes maladies. Mais vous allez pas planer là? Non. C'est pas dangereux? Si on en prend plus, c'est dangereux, mais là non. La ganja est enracinée dans la culture népalaise. Illustration chez l'ami d'enfance de Chaitanya Shri. Je vous présente mon meilleur ami, Ashish. Bonjour. Comment vous vous appelez? Ashish. Son nom c'est Ashish. Vous vous appelez Ashish? Ashish, un prénom très répandu au Népal, qui va comme un gant aux montagnards. Il est 9 h, Ashish fume déjà du cannabis. Et ce n'est pas sa première pipe de la journée. Il faut dire que chez lui, la ganja pousse juste devant la maison. Regardez, le plan est ici. Mais vous le cultivez? Non, c'est naturel. Ça pousse comme ça. Ashish vit dans une ferme, comme la plupart des Népalais. Voici la chambre des enfants. Il garde des bêtes dans la vallée. Il est aussi guide quand il peut. Il gagne ainsi 13 000 roupies par mois, environ 90 €. C'est ici qu'on fait dormir les chèvres, pour les mettre à l'abri des tigres. La nuit, ils sont nombreux dans la région. Enfin, ce sont des léopards plutôt. Et ici, c'est la cuisine. Une vie spartiate. Alors ce que donne la nature, on le prend. La ganja comme le reste. Et quand il faut allumer le feu, ce sont des pieds de cannabis séchés que brûle sa femme. La ganja intègre même l'alimentation. Avec ses graines, Ashish prépare l'odzar, un plat qui accompagne les légumes au quotidien. C'est une mixture comme une sauce. C'est très bon. Avec ces graines, on prépare aussi de l'huile pour cuisiner. Ces graines de cannabis n'ont aucun effet psychotrope, contrairement aux feuilles. Ashish en émiette une bonne poignée dans cette mixture de farine et d'eau. De quoi planer un bon moment. Les amateurs de cannabis appellent ça un space cake. C'est bien plus fort qu'un joint. C'est à Ayla qu'Ashish va donner cette préparation. Ayla, son veau de 7 mois. Je leur en donne une fois par semaine, ou tous les jours si nécessaire. Ça booste leur métabolisme, leur système digestif. Comme ça, ils deviennent grands et forts. Et vous donnez aussi de la ganja aux êtres humains? Oui, dans notre médecine hindouiste traditionnelle, il y a différentes manières de consommer la marijuana, en plus de la fumer. En la mêlant à de la nourriture, aux boissons. Au Népal, la consommation de cannabis est pourtant interdite.
Mais dans les faits, jamais la police n'est venue demander de compte aux habitants du coin. Sans doute parce qu'ici, le cannabis est une plante sacrée. Il suffit de passer par Pashupatinath, le principal temple de Katmandou, pour se rendre compte que la ganja y est sur toutes les lèvres des sadhus. Les sadhus, ces religieux qui renoncent à tout, parfois même aux vêtements, pour ne se consacrer qu'à leur foi. Mais il y a une chose à laquelle ils ne renoncent jamais, le cannabis. Kali Baba est l'un d'eux. À 81 ans, voilà 70 ans qu'il fume, et pas qu'un peu. J'ai commencé à fumer de la ganja à l'âge de 11-12 ans. Vous fumez combien de pipes chaque jour? Oh, 16. Oui, 16. Dans la liturgie hindouiste, la ganja, c'est une manière de communier entre individus et avec les dieux. La pipe fait ainsi le tour de l'assemblée avant de revenir au sadhu. Ça apaise l'esprit, la pensée. Disons que ça la purifie. Grâce à ça, je ressens le dieu Shiva quelque part en moi. Cette culture imprégnée de cannabis, sa spiritualité, à la fin des années 60, c'est ce qui a fait de Katmandou une destination mythique pour toute une génération hippie. Le Népal est alors l'un des rares pays à ne pas avoir encore interdit le cannabis. Pancha Kumir Chetri est policier dans ces années-là. Il a aujourd'hui 89 ans et vend des colliers dans son échoppe. Mais les babacools défoncés, il s'en souvient très bien. Les hippies vivaient dans des endroits pas très propres. Ils fumaient, dormaient, riaient, dansaient, et c'est tout. Vous avez l'air nostalgique? Oui, c'était le bon temps. Avec eux, il n'y avait pas de bagarre, pas de violence. La police n'avait quasiment rien à faire. Il n'y avait pas de crime, que de la bonne humeur. Pancha Kumir est alors très copain avec tous ces hippies. Regardez, ça se passait juste là. C'est sur ce carrefour que s'installaient les vendeurs. Tout policier qu'il est, il n'a alors rien à redire à leur consommation de drogue, puisque le cannabis est en vente libre. Ça vendait de ce côté et de celui-ci. Ils s'asseyaient là, par terre, sur une couverture, mais ils vendaient. Quelle quantité? Parfois 1 kilo. Parfois 500 grammes. Et c'était cher? Non, pas du tout. Que sont devenus ces anciens hippies? Nous en avons retrouvé à Paris. Ça s'est changé dans la rue, quoi. On nous passait des pétards comme en disant bonjour, quoi. C'était un truc très, très naturel. Sylvie et François Jouffa ont fait le voyage dès 1969 en pionnier. À l'époque, lui a à peine plus de 20 ans. Il est journaliste. Il y a une telle fascination pour Katmandou que lorsqu'on apprend que je pars sur place, les plus grands journaux me demandent de faire quelque chose pour eux. Voilà l'Express, l'Aurore, Mademoiselle Ashton, salut les copains, reportage sur les hippies. Ce sont les articles de François Jouffa qui vont donner envie à toute une génération de se rendre au Népal. Une quête d'ailleurs, de renouveau. Ça a été un vrai voyage initiatique. Et d'ailleurs, personnellement, je n'en suis jamais complètement revenu. En revanche, pour des jeunes gens déçus de mai 68, qui partaient sans savoir où ils allaient, mais qui fuyaient finalement un quotidien désenchanté et qui se retrouvaient là-bas, pour eux, c'était la porte de l'enfer. L'enfer de la drogue. Je vais vous montrer quelques souvenirs. Philippe Glohagen, créateur du Guide du Routard, se rend là-bas en 1971 et en autostop. Istanbul, l'Iran, l'Afghanistan, et voilà, et on arrive à la frontière. Un périple de 7000 km. Sur place, lui qui ne fume pas est sidéré par ce qu'il découvre. La ganja figure même au menu des restaurants. Free Cosmic Hashish Party, variété de gâteaux au hashish.
des cookies avec du café, vous pouvez prendre du thé et d'autres nourritures seront servies. Le plaisir, Evenli, qui vous conduit au ciel. Fric cosmique Hashish Party, ça veut dire que les joints sont compris dans le menu. Oui, voilà. Katmandou, tout est compris. À Katmandou, tout est permis. Alors les hippies en profitent, consomment sans retenue. Mais très vite, le piège de la drogue va se refermer sur eux. Moi, toute seule là-bas, j'aurais peut-être sombré avec d'autres. Hein, parce qu'on s'est vite entraîné. J'ai eu une expérience, on m'a donné justement de l'herbe mêlée à de l'opium. Et j'ai vraiment eu un trip un peu bizarre. Enfermés dans leur monde idéal, les hippies deviennent des proies faciles pour les dealers. Une des façons de capter, de cogner très fort le client à l'époque, c'est qu'on le mélangeait avec de l'opium. Et là, le voyage était très dur, très long, mais souvent c'était des allers simples. En 1976, la situation devient intenable pour les ambassades occidentales à Katmandou, débordées par la déferlante de jeunes toxicomanes en détresse. Sous la pression des États-Unis et de pays européens, le Népal interdit le cannabis. C'est la fin du mythe. 40 ans après, reste-t-il des hippies à Katmandou? Quelques fantômes, de rares rescapés, comme Claude Ozou, 68 ans, arrivé au Népal dans les années 70. Si je passe par là, je vais faire le détour, je vais traverser par ici, juste parce qu'il y a peut-être des filles lascives au soleil. Femmes, voyage, cannabis, peu de place pour le boulot dans cette vie. Du coup, il n'a pas assez travaillé pour encaisser une retraite et brûle les derniers reliquats d'un héritage laissé par sa mère. Pour 100 € par mois, il habite cet hôtel minable au cœur du vieux Katmandou. Vous fumez combien de joints par jour? Dans la journée, je m'en fais 4-5, pas plus. Pas plus. Pas plus, mais tout de même. Oui, ben c'est 5 bières dans la journée, quoi, c'est tout. Hein. Un rythme soutenu, comme dans l'écriture. Car n'imaginez pas que Claude Ozou ne fasse que fumer, non. Il rédige La Révolution des sacs à dos, un livre consacré au cannabis. Il en a déjà écrit 76 pages. Enfin, ça fait tout de même 25 ans qu'il a commencé. Une existence visiblement tout entière dédiée au cannabis. Mais il se défend d'être devenu dépendant. Il faut maîtriser. Bon, ici vous interrogez des tas de jeunes. Moi je leur demande, tu fais quoi le matin? Et ils se lèvent, ils fument un joint. Non, 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 non. Moi, je me lève, je bois mon thé, éventuellement je prends une douche, après je fume un joint. Alors d'accord, derrière ces traits creusés par les excès, Claude Ozou ne serait pas toxicomane. N'empêche qu'à court de ganja, ce matin-là, une question revient souvent. Vous avez un petit budget pour les bons informateurs et bons guides? Ou vous êtes complètement à sec? Durant des jours, Claude Ozou nous a demandé de l'argent. Ils vous ont pas donné un peu d'argent pour graisser la machine? Le rêve hippie a mal vieilli, encrassé par la ganja. Aux grandes dames des Népalais, comme Hashish. Lui n'avait rien demandé, sinon de pouvoir continuer à vivre avec sa plante sacrée, sans que cela fasse de lui un hors-la-loi. Cette loi qui interdit la ganja est inapplicable. Elle ne correspond pas à la réalité de la Terre. La réalité, c'est que le Népal est un pays sauvage, gorgé de soleil, avec le vent qu'il faut, la pluie qu'il faut. Alors on ne peut pas faire de loi contre la nature. C'est ce que je crois. Avant de partir, Hashish nous a montré le ciel au-dessus de sa ferme et ses aigles du Népal, libres de planer, comme bon leur semble. Et voilà pour ce beau reportage réalisé à Agen, si je puis dire, d'Yvan Martinet, de Yann Moine et de Olivier Broutin. Et on est ici avec vous dans les locaux de la MILT, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Et vous en êtes la présidente, Danielle Jourdain-Ménager. Merci de nous recevoir. Le Népal, vous y êtes allé. Oui. C'était pour essayer aussi le
le pétard ou c'était pour autre chose? Non, c'était pour passer par le Népal pour aller au Tibet faire un trekking. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir avec cet autre voyage. Bon, on est les champions d'Europe pour les jeunes en termes de consommation de cannabis. Ça veut dire que la prohibition marche pas. Oui, ça veut dire aussi que la prévention n'a pas marché et que donc il faut revoir toutes nos campagnes de prévention. Il n'est pas normal qu'on ait des chiffres aussi importants en Europe. Je me souviens pas de la dernière campagne que j'ai vue à la télévision sur le cannabis et ses dangers. Il y a quelques années, c'était une campagne qui insistait beaucoup sur le risque. Mais ça existait. Ça C'est existait. vrai qu'on ne pouvait pas communiquer sur le cannabis parce que justement, comme c'est interdit, on ne peut pas communiquer. Mais on n'a pas communiqué sur le cannabis. C'était une communication sur la drogue et sur les situations de trafic en général. D'accord. Mais sur le cannabis, il faut dire absolument que c'est mal, sinon on est repris par le CSA. Et là, on doit mettre interdit au moins de 10 ans. Or, l'émission qu'on fait ce soir, elle pourrait aussi intéresser des 8-10 ans pour comprendre que c'est peut-être pas terrible quand même la drogue. Pourquoi est-ce qu'on a cette incapacité à débattre et à communiquer sereinement sur ce danger que représente la drogue? D'abord, ça n'est pas un tabou puisque vous faites cette émission et que ça va être l'occasion d'en parler. Mais justement, je crois qu'il y a un grand déni face au cannabis entre ceux qui pensent que le cannabis, il faut en parler tout de suite en alertant sur les risques et ceux qui disent mais finalement c'est pas plus grave que le tabac et l'alcool. Donc nous, à la MILT, nous devons avoir une position très équilibrée pour dire attention, c'est dangereux et plus on consomme jeune, plus c'est dangereux, et l'émission que vous faites ce soir est très importante pour ça, mais en même temps, en touchant les langages qui frappent les jeunes, auxquels les jeunes sont sensibles. Ceux qui prônent aujourd'hui, comme on vient de le voir avec Maître Caballero, ceux qui prônent la légalisation du cannabis disent la prohibition a fait ses preuves de son inefficacité, passons à autre chose, légalisons. À partir de ce moment-là, on pourra avoir une vraie politique de prévention sanitaire, de prévention publique, et on aura aussi l'argent, avec les rentrées des taxes afférentes au cannabis, pour financer cette politique-là. Donc changeons. Vous dites quoi, vous, là-dessus? Alors moi, je connais ce discours, mais c'est un discours qui s'appuie sur des expérimentations qui sont faites aujourd'hui en Uruguay et depuis peu au Colorado. Ça se multiplie, oui. Oui, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Vous savez, on a quand même affaire à des trafiquants. C'est pas le petit usager qui cultive 3 plants de cannabis sur son balcon. Le cannabis, c'est un ensemble de cartels, ils sont très bien organisés, des masses financières considérables, et si on leur enlève le cannabis, ils vont se reporter sur d'autres drogues avec des moyens d'influence très importants. Vous dites qu'il ne faut pas y toucher de peur ce que serait leur réaction? Non, le fait qu'ils se reporteraient sur d'autres drogues et ils chercheraient par tous les moyens à toucher ces jeunes qui aujourd'hui sont sur ces drogues comme le cannabis, avec des drogues encore plus dangereuses que le cannabis. On a vu dans l'émission qu'au Maroc, par exemple, pas l'État, mais en tout cas certains parlementaires commencent à dire, ils déposent des projets de loi dans ce sens-là, il vaudrait mieux légaliser pour justement en finir avec la criminalité associée à la production de cannabis, avec la corruption qui mine le pays, etc. Donc partout on voit les inconvénients qu'a la prohibition. Et on se dit, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser pour, encore une fois, couper l'herbe sur le pied des cartels, couper l'herbe sur le pied des délinquants et des trafiquants? Mais on ne voit pas en quoi le fait de légaliser couperait l'herbe sous le pied des trafiquants. Puisque c'est l'État qui le gère. Oui, enfin, sauf que l'État, d'abord, dit dans ces pays qu'il ne faut pas vendre aux mineurs. Nous, ici, on est incapable de faire appliquer la loi d'interdiction de vente aux mineurs du tabac et de l'alcool. Donc, je ne vois pas déjà comment on ferait pour interdire cette vente aux mineurs. Vous dites que si on légalise, ça veut dire que les mineurs y auront accès même si c'est interdit. Voilà. Bon. Et on sait que la consommation de cannabis précoce est encore plus dangereuse que la consommation de cannabis à l'état adulte. Donc moi je ne souhaite pas, c'est la politique que je suis chargée de mettre en œuvre, et en Europe à ce jour il n'y a pas de projet de légalisation. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir reçus ici. On arrive au terme de l'émission qui est donc une émission de réflexion, de débat sur cette fameuse drogue, et on ne fait pas la promotion de cette drogue. Le cannabis est une drogue qui est bien sûr interdite en France, vous le savez. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, ceux qui nous ont accueillis comme le Skate Park 18. Merci à ceux qui m'ont aidé à la préparer, Thomas Auro, Joël Briandé, François Ducroux à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle les réseaux sociaux, Twitter et Facebook pour nous rejoindre. Je vous annonce que la semaine prochaine, on va parler de François Hollande.
Photo là-bas derrière de lui. Mais enfin, les Français se sont peut-être rendus compte à l'occasion de ces incartades à scooter et à l'occasion de ces revirements sur la politique économique que ils connaissaient peut-être pas aussi bien qu'ils le croyaient leur président. Donc on va essayer de lever le voile sur François Hollande. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse bien sûr avec Al-Khalid. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr. Championne d'Europe du cannabis chez les mineurs. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. À cet âge, les dégâts peuvent être irréversibles. Le début de l'adolescence est clairement une période à risque puisque c'est un moment où le cerveau se développe beaucoup. En quoi le cannabis altère-t-il la santé mentale de ces jeunes adeptes? Quels sont ses effets à long terme? Et comment les parents peuvent-ils réagir face à des ados métamorphosés par cette plante? Je le reconnaissais pas. Je le reconnaissais pas. Et surtout, enfin, il y avait le fait que je le reconnaissais pas et le fait que je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Le cannabis, une drogue pas si douce. Sortie de classe devant ce lycée d'une banlieue parisienne favorisée. Nous sommes vendredi soir, le moment de décompresser pour ces élèves de 15 à 17 ans. Et pour se détendre, rien de tel qu'un joint. Devant notre caméra, ils nous montrent volontiers leurs provisions de cannabis planquées au fond des poches. Et ça, c'est de la plante. Oui, c'est de la résine. Montre. Ils sont en seconde et en première, et ils fument ici en toute impunité. Tout le monde fume ici. Ouais, la majorité des gens. Vous êtes parfois réprimandé par les profs. Non, les profs, ils voient jamais. Alertés par notre caméra, la proviseure vient nous voir. Bonjour. Jeune qui fume du cannabis ici? Mais elle esquive la question du cannabis chez ses élèves. Des élèves désinhibés au point de brandir leur joint dans le dos de cette enseignante qui ne veut rien voir. Là, il y en a qui sont en train de fumer des joints derrière vous. Et en fait, le problème, c'est que le cannabis, il est là-haut, aux Ulysses, et l'argent, il est en bas dans la vallée. Regardez-les, là, on les voit, là. Si c'est pas des cigarettes, quand ils fument. Je sais pas, là, moi, je ne peux pas juger. Ah, ça, c'est vous qui le dites, hein. On sent l'odeur, là. Ça, on peut sentir l'odeur. On les voit, là. Oui. Là, ça sent pas trop, non? Non, je la connais bien, l'odeur. Certains de ces lycéens fument depuis qu'ils ont 13 ou 14 ans, et plusieurs fois par jour. Ça peut aller par des plus de 20 par jour. Plus de 20 par jour? Bah ouais. Mais ça te met dans quel état, 20 par jour? Ah bah après, t'es complètement défoncé, hein. Complètement défoncé, hein. T'es dans un autre monde, un peu. Si t'as des problèmes et ça, tu fumes. Tu vas pas penser à tes problèmes, tu vas être ailleurs, tu vois. Ils prennent ça à la légère, mais les scientifiques connaissent beaucoup mieux aujourd'hui les effets néfastes du cannabis sur les jeunes cerveaux. Des effets que ce chercheur observe grâce à ses appareils. Elle veut en finir avec l'exploitation des cultivateurs par les trafiquants en légalisant la culture du cannabis à des fins thérapeutiques. Et évidemment, son projet ne ferait pas les affaires des trafiquants. C'est donc à l'écart de la ville qu'elle entame sa campagne de sensibilisation auprès des paysans du coin. Moi, je suis du parti de l'Istiklal. On est venu avec ces journalistes français de France 2 pour vous dire qu'on veut faire passer une loi au Parlement. Une loi qui va vous laisser cultiver le cannabis. Oui, vous savez, les plantations, on va toutes vous les laisser. Ce qu'on veut, c'est rééquilibrer un peu la balance. Parce que vous, aujourd'hui, vous gagnez rien du tout dans cette histoire. Le cannabis au Maroc, une énorme hypocrisie. Officiellement, la loi en interdit la culture. Mais dans les faits, 1 million de personnes en vivent. Bonjour, comment ça va? Des cultivateurs qui n'ont aucune existence légale et font régulièrement l'objet de poursuites, parfois même d'arrestations. Du coup, avec son projet, elle est accueillie par les paysans comme une sauveuse. Elle dit qu'elle m'a déjà vu à la télévision. Ce que propose la députée,
c'est rien de moins qu'une nationalisation de la filière. Dans notre projet de loi, on a prévu qu'il y ait une agence nationale qui va acheter, qui va s'occuper de ce cannabis. Donc le contact va être directement avec l'agence, elle se chargera avec l'État de faire ce qu'il veut. Donc eux, ils vont être des citoyens normaux qu'ils cultivent avec pas d'autres problèmes, ça va être normal. Légaliser les cultures. Au Maroc, l'idée fait son chemin. Et l'enjeu est de taille. Sur une zone grande comme un département français, l'été, les plants de cannabis recouvrent des vallées entières dans le Rif, au vu et au su de tous. Un trafic qui rapporterait 13 milliards d'euros chaque année, l'équivalent de 10% du PIB marocain. Mais sur place, à qui profite vraiment ce marché parallèle? Des petits cultivateurs payés au lance-pierre, aux grossistes qui font fortune, nous sommes remontés à la source d'une filière fondée sur l'injustice et la corruption. Notre enquête commence près d'un village reculé du Rif. Au début de la filière marocaine, il y a d'abord les prolétaires du cannabis. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. Voici Mehdi, 25 ans, cultivateur de cannabis. Vous ne verrez pas son visage, car il vit dans la peur, à la fois de la police et des trafiquants. Il faut marcher 2 heures pour rejoindre son village, entouré de champs de kiff, le nom du cannabis. Ce sont des pieds de cannabis séchés que brûle sa femme. La ganja intègre même l'alimentation. Avec ses graines, Hashish prépare l'odzar, un plat qui accompagne les légumes au quotidien. C'est une mixture comme une sauce. C'est très bon. Avec ces graines, on prépare aussi de l'huile pour cuisiner. Ces graines de cannabis n'ont aucun effet psychotrope, contrairement aux feuilles. Hashish en émiette une bonne poignée dans cette mixture de farine et d'eau. De quoi planer un bon moment. Les amateurs de cannabis appellent ça un space cake. C'est bien plus fort qu'un joint. C'est à Ayla qu'Hashish va donner cette préparation. Ayla, son veau de 7 mois. Je leur en donne une fois par semaine, ou tous les jours si nécessaire. Ça booste leur métabolisme, leur système digestif. Comme ça, ils deviennent grands et forts. Et vous donnez aussi de la ganja aux êtres humains? Oui, dans notre médecine hindouiste traditionnelle, il y a différentes manières de consommer la marijuana, en plus de la fumer. En la mêlant à de la nourriture, aux boissons. Au Népal, la consommation de cannabis est pourtant interdite. Mais dans les faits, jamais la police n'est venue demander de compte aux habitants du coin. Sans doute parce qu'ici, le cannabis est une plante sacrée. Il suffit de passer par Pashupatinath, le principal temple de Katmandou, pour se rendre compte que la ganja y est sur toutes les lèvres des sadhus. Les sadhus, ces religieux qui renoncent à tout, parfois même aux vêtements, pour ne se consacrer qu'à leur foi. Mais il y a une chose à laquelle ils ne renoncent jamais, le cannabis. Kali Baba est l'un d'eux. À 81 ans, voilà 70 ans qu'il fume, et pas qu'un peu. J'ai commencé à fumer de la ganja à l'âge de 11-12 ans. Vous fumez combien de pipes chaque jour? Oh, 16. Oui, 16. Dans la liturgie hindouiste, la ganja, c'est une manière de communier entre individus et avec les dieux. La pipe fait ainsi le tour de l'assemblée avant de revenir au sadhu. Ça apaise l'esprit, la pensée. Disons que ça la purifie. Pas avec l'hypocrisie, bon, toute réglementation est hypocrite dans le principe, non. Moi, je vais être clair avec vous, la légalisation contrôlée sert l'intérêt général. Aujourd'hui, mon mode de raisonnement, c'est que mon système, la légalisation contrôlée... Contrôlée, ça veut dire en vente
libre, dans les bureaux de tabac par exemple. Non, surtout pas dans les bureaux de tabac, dans un circuit séparé de cannaboutique et de cannabistro, avec un mode de production sous le contrôle de l'État, avec des cannabiculteurs, qui est une sorte d'horticulture, une régie française du cannabis. Mais avant de parler... Et pas accessible à tout le monde. Les jeunes, si, les jeunes. Ah non, non, interdit aux mineurs, interdit en public, interdit de publicité, des contrôles normaux pour une drogue licite. Bon, et pourquoi ça serait la solution de faire ça? D'abord parce que la prohibition est quand même un échec mondial. Hein, on en est même en France, on en est à se tirer au Kalachnikov dans les banlieues de Marseille et de la banlieue parisienne. Donc c'est pas un succès total. Vous avez dit vous-même, les chiffres ont été multipliés par 100, entre 600 kilos et 60 tonnes en 40 ans de prohibition. Est-ce qu'il faut sortir de la prohibition uniquement au motif que, bon, on n'y arrive pas, donc laissons tomber, laissons passer? Non, pas seulement. Quand je dis que la légalisation contrôlée sert l'intérêt général, c'est que je pense qu'il est de l'intérêt d'un État moderne de contrôler cette substance qui quand même fait l'objet d'une consommation massive. Il y a 1 million à 5 millions de personnes qui en consomment. Il faut bien s'occuper d'elles, même si les usagers de cannabis ne méritent pas un respect total. Et donc, vous dites qu'il y a de l'argent à se faire. Pour l'État, il y a de l'argent à se faire. On est assis sur une mine d'or, si vous voulez, qui pour l'instant, oui, la mine d'or, elle profite aux trafiquants, comme vous le montrez dans vos reportages sur le Maroc. Qui profite du système actuel? Que des trafiquants ou des policiers corrompus. Et en tout cas pas la société, l'État, les emplois honnêtes. Moi, je vais remplacer des emplois de trafiquants par des emplois honnêtes, de cultivateurs, de commerçants, de distributeurs. Il y a encore un argument que vous ne citez pas, c'est vous dites en plus ça pourrait désencombrer les tribunaux qui n'en peuvent plus de brasser cette délinquance liée au cannabis. Je me tire une balle dans le pied puisque je plaide ces affaires. Bon. Mais encore une fois, c'est pas mon intérêt que je poursuis. C'est l'intérêt général de légaliser. J'en suis convaincu. En termes d'intérêt général, vous ne parlez pas des conséquences sanitaires. On le voyait avec Lovenstein. Justement. Il y a quand même 300 000 jeunes, d'après ce qu'il me disait, en France, qui sont gravement atteints par le cannabis. Enfin, c'est une drogue dont on découvre aujourd'hui qu'elle fait des dégâts, et notamment sur ces jeunes, enfin les adolescents qui prennent de plus en plus tôt cette drogue. Ça a des effets à long terme sur leur cerveau, sur des maladies mentales, sur des choses comme ça, sur la désocialisation et la déscolarisation immédiatement. Bon, je suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est ce que disent les médecins aujourd'hui. J'admets dans mon système que le cannabis est une drogue qui est dangereuse quand on en abuse. C'est clair. Mais l'État, il veut pas que ses citoyens soient tous défoncés. Après-midi dans ce club. Ici, tout le monde l'a adopté. Il fait même partie de l'équipe de foot. Donc voilà. Moi, je suis là. David, vous êtes le gardien. Le gardien, ouais. C'est un bon gardien? C'est le meilleur. Ses copains savent parfaitement quels sont les dangers du cannabis pour David. Et ils veillent sur lui. On est un peu là pour un peu le soutenir. Les copains, ils sont là pour ça. Donc pas de cannabis non. Quand David est là. En tout cas, il n'a pas intérêt devant nous. Oh, ça, il n'a pas intérêt, il le sait. Je sais que je suis fragile et que, entre guillemets, à tout moment, on peut y retoucher à ça. À tout moment. Il suffit que je suis pas bien un moment. Il suffit d'une fraction de seconde et hop là, on l'a fait, mais voilà, c'est pas bon, quoi. Pour vous, vous payez cher, en fait, si vous fumez un joint. Ah oui, je paye cher. Un joint, 2 mois d'hospitalisation. J'ai plus l'habitude. Sa dernière rechute date de l'été dernier. Elle lui a effectivement valu 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Elle est belle. Voilà pour cette enquête de Nathalie Sapena, de Lou Cricorian et de Frédéric Prigent avec de très beaux témoignages. Et on est ici avec vous, docteur Lovenstein, dans ce skatepark, comme on dit. C'est pas un lieu de drogue, hein, c'est pas ce qu'on veut dire par là, c'est un lieu de jeunesse. Enfin, on est du côté de la Porte de la Chapelle, qui lui est un lieu où ça deal pas mal. Et vous, on vous connaît beaucoup pour la clinique dont vous occupiez il y a quelque temps. Et là, maintenant, vous êtes spécialiste des addictions et vous lancez cette association qui s'appelle SOS Addiction, avec comme devise le pouvoir d'informer, le devoir de protéger. J'ai l'impression qu'on ne protège pas assez en France sur l'addiction, qu'on n'a pas le discours qu'il faut. En tout cas, pas suffisamment d'informations et pas suffisamment d'actions. Bon. Donc, que tout le monde se mobilise, on va en parler. Alors, sur ce lien éventuel entre, parce qu'on parle que du cannabis, le cannabis et
schizophrénie et problèmes mentaux, développement du QI, enfin, etc., Oui. etc. Est-ce qu'il y a un lien avéré aujourd'hui entre les deux? Maintenant, oui. Très longtemps, les avis scientifiques, les études ont été divergents, voire contradictoires. Maintenant, c'est plus clair. C'est-à-dire que l'on sait que sur certains cerveaux vulnérables, parfois chez l'adulte avec déjà une maladie mentale, mais surtout chez l'adolescent avec ce cerveau en formation, nous allons avoir une possibilité de précipiter une maladie mentale. Ça ne veut pas dire que ça va concerner tout le monde. C'est une maladie qu'on aurait développée quoi qu'il arrive, peut-être plus tard. Très vraisemblablement, Parce oui. qu'on l'explique dans le Je leur en donne une fois par semaine, ou tous les jours si nécessaire. Ça booste leur métabolisme, leur système digestif. Comme ça, ils deviennent grands et forts. Et vous donnez aussi de la ganja aux êtres humains? Oui, dans notre médecine hindouiste traditionnelle, il y a différentes manières de consommer la marijuana, en plus de la fumer. En la mêlant à de la nourriture, aux boissons. Au Népal, la consommation de cannabis est pourtant interdite. Mais dans les faits, jamais la police n'est venue demander de compte aux habitants du coin. Sans doute parce qu'ici, le cannabis est une plante sacrée. Il suffit de passer par Pashupatinath, le principal temple de Katmandou, pour se rendre compte que la ganja y est sur toutes les lèvres des sadhus. Les sadhus, ces religieux qui renoncent à tout, parfois même aux vêtements, pour ne se consacrer qu'à leur foi. Mais il y a une chose à laquelle ils ne renoncent jamais, le cannabis. Kali Baba est l'un d'eux. À 81 ans, voilà 70 ans qu'il fume, et pas qu'un peu. J'ai commencé à fumer de la ganja à l'âge de 11-12 ans. Vous fumez combien de pipes chaque jour? Oh, 16. Oui, 16. Dans la liturgie hindouiste, la ganja, c'est une manière de communier entre individus et avec les dieux. La pipe fait ainsi le tour de l'assemblée avant de revenir au sadhu. Ça apaise l'esprit, la pensée. Disons que ça la purifie. Grâce à ça, je ressens le dieu Shiva quelque part en moi. Cette culture imprégnée de cannabis, sa spiritualité, à la fin des années 60, c'est ce qui a fait de Katmandou une destination mythique pour toute une génération hippie. Le Népal est alors l'un des rares pays à ne pas avoir encore interdit le cannabis. Pancha Kumir Chetri est policier dans ces années-là. Il a aujourd'hui 89 ans et vend des colliers dans son échoppe. Mais les babacools défoncés, il s'en souvient très bien. Les hippies vivaient dans des endroits pas très propres. Ils fumaient, dormaient, riaient, dansaient, et c'est tout. Vous avez l'air nostalgique. Oui, c'était le bon temps. Avec eux, il n'y avait pas de bagarre. Menacé de prison parce qu'ils fument, c'est au 21e siècle. On en fait une convention, on comprend que c'est quelque chose qui n'est pas bon, et on sait qui protéger, c'est-à-dire les plus vulnérables, bien sûr, en retardant l'âge du premier usage, je le dis et redis. Vous avez fumé, vous? Alors, vous voyez ce type de question qui a été posée même à Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il en a bafouillé délicieusement. Montre l'immaturité encore de notre société. C'est impossible de vous répondre. On va retenir que ça. On va savoir. Est-ce que vous avez fumé? Si je dis oui, je suis... Moi, je fume un pétard sur le tard, très tard. Voilà, il faut toujours qu'on rajoute un petit truc comme ça derrière. Il faut s'exonérer derrière. Voilà, s'exonérer derrière. Ça prouve le chemin qu'il y a encore à faire sur l'authenticité et la liberté. Avec la loi actuelle, ce n'est pas possible. Donc je vous répondrai quand il y aura une agence nationale de recherche en addictologie, un conseil national d'éthique, et si vous me réinvitez, bien évidemment. Eh bien, on viendra pour en parler, parce que je crois malheureusement qu'on parlera de la drogue. Votre association s'appelle SOS Addiction, elle est en cours de création pour développer les discours dont on parle. Alors, puisqu'on parlait de légalisation, on va aller au Maroc, puisque c'est un État producteur, enfin,
officieusement, parce que ce n'est pas tout à fait officiellement évidemment qu'il produit et qu'il commercialise, mais justement il se demande s'il ne devrait pas le faire de façon tout à fait légale et délibérée, puisque, se disent les autorités, la drogue profite essentiellement aux trafiquants et elle génère beaucoup de corruption au sein même de l'État. C'est un reportage assez étonnant de Romain Bouty, d'Olivier Gardette et de Vincent Buchy. Un matin d'hiver, sur les routes du nord du Maroc. Notre voiture file vers une zone sauvage, reculée. Les montagnes du Rif, à 1500 mètres d'altitude. À nos côtés, Kenza El Khali, une députée de cette région, l'une des plus défavorisées du pays. Regardez comment sont les maisons. C'est pauvre. C'est une région qui est plus ou moins isolée, il fait froid. Les habitants sont dans des conditions très, très rudimentaires. Elle nous emmène vers la capitale historique du cannabis. Nous voici à Ketama. Il y a ici beaucoup de cultivateurs, mais surtout des trafiquants, qui tiennent la ville depuis longtemps. Autant dire que l'arrivée de l'élu, avec notre caméra, passe ici pour une intrusion. Vas-y, avance. Avance un peu, là. Je préfère qu'on n'attire pas beaucoup l'attention. Il faut qu'on aille. Avance un peu, va te garer là-bas. Ce sera plus discret. Ici, tout le monde la connaît. Elle et son projet révolutionnaire. Elle veut en finir avec l'exploitation des cultivateurs par les trafiquants en légalisant la culture du... 1 million de personnes en vivent. Bonjour, comment ça va? Des cultivateurs qui n'ont aucune existence légale et font régulièrement l'objet de poursuites, parfois même d'arrestations. Du coup, avec son projet, elle est accueillie par les paysans comme une sauveuse. Elle dit qu'elle m'a déjà vu à la télévision. Ce que propose la députée, c'est rien de moins qu'une nationalisation de la filière. Dans notre projet de loi, on a prévu qu'il y ait une agence nationale qui va acheter, qui va s'occuper de ce cannabis. Donc le contact va être directement avec l'agence, elle se chargera avec l'État de faire ce qu'il veut. Donc eux, ils vont être des citoyens normaux qu'ils cultivent avec pas d'autres problèmes, ça va être normal. Légaliser les cultures. Au Maroc, l'idée fait son chemin. Et l'enjeu est de taille. Sur une zone grande comme un département français, l'été, les plants de cannabis recouvrent des vallées entières dans le Rif, au vu et au su de tous. Un trafic qui rapporterait 13 milliards d'euros chaque année, l'équivalent de 10% du PIB marocain. Mais sur place, à qui profite vraiment ce marché parallèle? Des petits cultivateurs payés au lance-pierre, aux grossistes qui font fortune, nous sommes remontés à la source d'une filière fondée sur l'injustice et la corruption. Notre enquête commence près d'un village reculé du Rif. Au début de la filière marocaine, il y a d'abord les prolétaires du cannabis. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. Voici Mehdi, 25 ans, cultivateur de cannabis. Vous ne verrez pas son visage, car il vit dans la peur, à la fois de la police et des trafiquants. Il faut marcher 2 heures pour rejoindre son village, entouré de champs de kiff, le nom du cannabis au Maroc. Ici, dans cette vallée, il y a beaucoup de kiff? Un peu partout, oui. Moi, j'en ai un peu en bas, là, un peu par là. Chacun a des petites parcelles de 3 ou 4 hectares. Ici, c'est que des petits cultivateurs? Ah oui, que des petits, pas des gros. Sur ces terres arides, c'est la seule culture possible. Dans le village, la seule source de revenus. Dans sa famille, on cultive depuis plusieurs générations. Mehdi occupe cette maison de terre au confort rudimentaire. Voilà, c'est là que je dors. Eh oui. Pas de chauffage, un matelas à même le sol et une ampoule pour toute la maison. Du mois d'août jusqu'en mars, la pièce... Accrochée au lustre, donc à l'hôpital même. Il avait quel âge? 15 ans et demi.
Et c'était vraiment in extremis qu'on l'a récupéré. D'ailleurs, les 3 tentatives de suicide que David a faites ont toujours été faites à l'hôpital. Et là, c'était aussi lié à la prise de cannabis. C'était des personnes. Tout à fait. Ces 3-là, c'était lié vraiment à la prise de cannabis. En fait, à 15 ans, David est en train de devenir schizophrène. Il est envahi d'hallucinations. Donc voici ma chambre. Le cannabis aggrave ses crises. J'entendais des voix, des personnes qui n'existent pas. Et qui vous disaient quoi? Qui me disaient ouais, fais ça, fais ci, t'es con, t'es qu'un gros con. Vous aviez des crises d'hallucination plus fortes quand vous aviez fumé? Oui. Aujourd'hui, les médicaments ont fait taire ces voix. À 30 ans, David, invalide à 80%, aimerait travailler, mais en est incapable. Il passe l'essentiel de son temps dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Fini. Gagne. David serait-il devenu schizophrène s'il n'avait pas fumé de pétard à l'adolescence? C'est l'une des grandes questions qui agitent le corps médical, alors qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes fumeurs. À 14 ans, 1 ado sur 4 a déjà essayé. À 17 ans, c'est 1 sur 2. La France, championne d'Europe du cannabis chez les mineurs. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. À cet âge, les dégâts peuvent être irréversibles. Le début de l'adolescence est clairement une période à risque puisque c'est un moment où le cerveau se développe beaucoup. En quoi le cannabis altère-t-il la santé mentale de ces jeunes adeptes? Quels sont ses effets à long terme? Et comment les parents peuvent-ils réagir face à des ados métamorphosés par cette plante? Je le reconnaissais pas. Je le reconnaissais pas. Et surtout, enfin, il y avait le fait que je le reconnaissais pas et le fait que je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Le cannabis, une drogue pas si douce. Sortie de classe devant ce lycée d'une banlieue parisienne favorisée. Nous sommes vendredi soir, le moment de décompresser pour ces élèves de 15 à 17 ans. Et pour se détendre, rien de tel qu'un joint. Devant notre caméra, ils nous montrent volontiers leurs provisions de cannabis planquées au fond des poches. Et ça, c'est de la beuh, c'est la plante. Oui, c'est de la résine. Montre. Ils sont en seconde et en première, et ils fument ici en... Regardez ça! Des champs de marijuana! Au Népal, le cannabis, on appelle ça la ganja. Elle pousse sur ses pentes telle la mauvaise herbe. Dans quelques mois, ces plateaux en seront couverts. Il faudra même l'arracher pour cultiver le maïs. Mais pour Chaitanya Shri, cette herbe n'a que des vertus, qu'on la fume ou qu'on la mange. On prend un petit morceau comme ça et on l'avale. Tout simplement. Ça sert à quoi? À nettoyer. C'est comme un remède antiseptique qui t'aide à soigner différentes maladies. Mais vous allez pas planer là? Non. C'est pas dangereux. Si on en prend plus, c'est dangereux. Mais là, non. La ganja est enracinée dans la culture népalaise. Illustration chez l'ami d'enfance de Chaitanya Shri. Je vous présente mon meilleur ami, Ashish. Bonjour. Comment vous vous appelez? Ashish. Son nom c'est Ashish. Vous vous appelez Ashish? Ashish, un prénom très répandu au Népal, qui va comme un gant aux montagnards. Il est 9 h, Ashish fume déjà du cannabis. Et ce n'est pas sa première pipe de la journée. Il faut dire que chez lui, la ganja pousse juste devant la maison. Regardez, le plan est ici. Mais vous le cultivez? Non, c'est naturel. Ça pousse comme ça. Ashish vit dans une ferme, comme la plupart des Népalais. Voici la chambre des enfants. Il garde des bêtes dans la vallée.
Il est aussi guide quand il peut. Il gagne ainsi 13 000 roupies par mois, environ 90 €. C'est ici qu'on fait dormir les chèvres, pour les mettre à l'abri des tigres. La nuit, ils sont nombreux dans la région. Enfin, ce sont des léopards plutôt. Et ici, c'est la cuisine. Une vie spartiate. Alors ce que donne la nature, on le prend. La ganja comme le reste. Et quand il faut allumer le feu, ce sont des pieds de cannabis séchés que brûle sa femme. La ganja intègre même l'alimentation. Avec ses graines, Ashish prépare l'odzar, un plat qui accompagne les légumes au quotidien. C'est une mixture comme une sauce. Entre individus et avec les dieux. La pipe fait ainsi le tour de l'assemblée avant de revenir au sadhu. Ça apaise l'esprit, la pensée. Disons que ça la purifie. Grâce à ça, je ressens le dieu Shiva quelque part en moi. Cette culture imprégnée de cannabis, sa spiritualité, à la fin des années 60, c'est ce qui a fait de Katmandou une destination mythique pour toute une génération hippie. Le Népal est alors l'un des rares pays à ne pas avoir encore interdit le cannabis. Pancha Kumir Chetri est policier dans ces années-là. Il a aujourd'hui 89 ans et vend des colliers dans son échoppe. Mais les babacools défoncés, il s'en souvient très bien. Les hippies vivaient dans des endroits pas très propres. Ils fumaient, dormaient, riaient, dansaient, et c'est tout. Vous avez l'air nostalgique? Oui, c'était le bon temps. Avec eux, il n'y avait pas de bagarre, pas de violence. La police n'avait quasiment rien à faire. Il n'y avait pas de crime, que de la bonne humeur. Pancha Kumir est alors très copain avec tous ces hippies. Regardez, ça se passait juste là. C'est sur ce carrefour que s'installaient les vendeurs. Tout policier qu'il est, il n'a alors rien à redire à leur consommation de drogue, puisque le cannabis est en vente libre. Ça vendait de ce côté et de celui-ci. Ils s'asseyaient là, par terre, sur une couverture, et ils vendaient. Quelle quantité? Parfois 1 kilo. Parfois 500 grammes. Et c'était cher? Non, pas du tout. Que sont devenus ces anciens hippies? Nous en avons retrouvé à Paris. Ça s'est changé dans la rue, quoi. On nous passait le pétard comme en disant bonjour, quoi. C'était un truc très, très naturel. Sylvie et François Jouffa ont fait le voyage dès 1969 en pionnier. À l'époque, lui a à peine plus de 20 ans. Il est journaliste. Il y a une telle fascination pour Katmandou que lorsqu'on apprend que je pars sur place, les plus grands journaux me demandent de faire quelque chose pour eux. Voilà l'Express, l'Aurore, Mademoiselle Ashton, salut les copains, reportage sur les hippies. Ce sont les articles de François Jouffa qui vont donner envie à toute une génération de se rendre au Népal. Une quête d'ailleurs, de renouveau. Ça a été un vrai voyage initiatique. Et d'ailleurs, personnellement, je n'en suis jamais complètement revenu. Sur 2-3 tafs, on est tout de suite, on sent l'effet, quoi. Mais après, il faut chaque fois plus pour avoir cet effet. David, un petit garçon jovial, épanoui, qui en grandissant s'assombrit. Un immense mal-être l'envahit. Fumer du cannabis le soulage, croit-il. Mais il se recroqueville sur lui-même. Au collège, c'est notre chute, il devient agressif. À tel point que sa mère, dépassée, le fait hospitaliser. Un médecin lui révèle alors que son fils fume des joints, beaucoup de joints. Vous êtes assise en face du médecin, donc pas de diagnostic, juste, voilà, votre fils fume 15 joints par jour. Alors là, ça a été... là, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, hein, je veux dire. Et là, je culpabilise parce que je me dis, j'aurais dû le voir, j'aurais dû... mais comme je vous dis,
banalise vraiment le fait de fumer un joint. En plus, il y a l'adolescence, alors on met beaucoup de choses sur le compte de l'adolescence. Cette photo a été prise lors d'un repas familial, quelques semaines avant que David soit interné à l'hôpital psychiatrique. Un internement en urgence, car il a des accès de violence. Le cannabis l'enfonce dans la dépression jusqu'au suicide. La première tentative suicide que tu as faite à l'hôpital, c'était, ça me fait, excusez-moi, mais ça a été essayer de se pendre avec un cintre accroché au lustre, donc à l'hôpital même. Il avait quel âge? 15 ans et demi. Et c'était vraiment in extremis qu'on l'a récupéré. D'ailleurs, les 3 tentatives de suicide que David a faites ont toujours été faites à l'hôpital. Et là, c'était aussi lié à la prise de cannabis. C'était des personnes. Tout à fait. Ces 3-là, c'était lié vraiment à la prise de cannabis. En fait, à 15 ans, David est en train de devenir schizophrène. Il est envahi d'hallucinations. Donc voici ma chambre. Le cannabis aggrave ses crises. J'entendais des voix, des personnes qui n'existent pas. Et qui vous disaient quoi? Qui me disaient ouais, fais ça, fais ci, t'es con, t'es qu'un gros con. Vous aviez des crises d'hallucination plus fortes quand vous aviez fumé? Oui. Aujourd'hui, les médicaments ont fait taire ces voix. À 30 ans, David, invalide à 80%, aimerait travailler, mais en est incapable. Il passe l'essentiel de son temps dans sa chambre, à jouer aux jeux. Pas de chauffage, un matelas à même le sol et une ampoule pour toute la maison. Du mois d'août jusqu'en mars, la pièce principale fait aussi office d'atelier clandestin pour la transformation de la drogue. Ça, c'est la récolte de cette année. Toute la journée, avec son petit frère de 14 ans, il transforme le cannabis séché en hashish. L'opération, artisanale, consiste à verser quelques kilos de la plante sur un tamis posé au-dessus d'une bassine. Puis, durant plusieurs minutes, ils vont frapper dessus pour faire tomber la poudre de kiff. C'est cette poudre qui sera ensuite compactée en savonnette de résine commercialisée en Europe. Mehdi, lui, la vend brute en poudre à des grossistes. D'abord, on doit la tester pour voir si c'est de la bonne qualité. Pour voir si ça convient aux acheteurs ou pas. De toute façon, nous on fait tout sur commande, on fait en fonction de ce que eux veulent vendre sur le marché. Combien tu la vends toi au kilo? 200 € le kilo. Tu sais que ce sera ensuite revendu 15 à 20 fois plus cher? Ah oui, je sais, ça me fait mal au cœur. Je travaille toute l'année, je fais des efforts, j'ai à peine de quoi manger. Alors que d'autres gagnent beaucoup plus. Avec son cannabis, Mehdi gagne en moyenne 150 € par mois pour faire vivre une famille de 8 personnes. Qui sont ces fameux acheteurs, ces grossistes qui lui imposent leurs lois et surtout leurs prix? Quand on lui en parle, Mehdi préfère rester prudent. Ils viennent d'où? Ah mais je sais pas. Ils viennent de là, ils arrivent par là-bas, on sait pas trop. Ils achètent tout d'un coup et puis ils partent. Toi tu les connais pas, tu connais pas leur nom, pas leur visage. Ah non, moi je veux juste leur argent, c'est tout. Qui ils sont, je m'en fous. Et l'argent de ceux à qui profite vraiment le cannabis, on peut en avoir un aperçu dans la région. Perdues au fond des vallées, d'étonnantes villas, bâties comme des forteresses. Ce sont des maisons comme celle-ci qu'occupent les grossistes, et leur argent leur assure une quasi-impunité. C'est ce que nous allons comprendre en rencontrant l'un d'entre eux. Nous nous faisons passer pour des acheteurs étrangers à la recherche de 300 kilos de hashish. Un guide complice, une caméra cachée, et c'est parti. Bonjour. Bienvenue au Maroc. Merci. Notre fournisseur a envoyé sa fille pour nous guider jusqu'à lui. Elle n'a pas l'air surprise de voir des Occidentaux. Ça prouve que les membres sécuritaires qui surveillent la lagune sont appliqués tout facilement.
Pour avoir dit tout haut ce que beaucoup savaient, Chakib a été arrêté et inculpé pour atteinte au corps constitué. Il a passé 2 ans et demi derrière les barreaux avant d'être gracié par le roi Mohamed VI en 2011. Le combat du militant aura eu au moins un effet à Nador. À la demande du roi, les plages occupées par les zodiaques des trafiquants ont laissé place à une gigantesque zone d'aménagement touristique. C'est tout au long de la lagune. C'est un très grand chantier qui va rendre Nador le premier pôle touristique au niveau national. Les mentalités sont-elles en train de bouger au Maroc? Ironie du sort, c'est Chakib, l'ex-détenu, qui le premier a milité pour la légalisation du cannabis. Une idée qui à Rabat a fait pour la première fois son entrée officielle au Parlement marocain. Il y a quelques semaines, le parti de Kenzel Khali a déposé une proposition de loi. 2 autres s'apprêtent à lui emboîter le pas. Le Maroc pourrait bientôt être le 7e pays au monde à légaliser le cannabis à des fins thérapeutiques. Et voilà pour ce reportage de Romain Boutilly, Olivier Gardet et Vincent Buchy. On est ici dans votre bureau avec vous, Maître Francis Caballero. Vous êtes avocat, on vous connaît bien, vous êtes un adversaire de la prohibition. Depuis des années, vous vous battez pour que le cannabis soit en vente libre. Alors on va en parler. Non, en vente contrôlée. En vente contrôlée. Et vous avez appelé ça, enfin vous avez écrit votre délai, ça s'appelle Legalize It, un titre en anglais pour dire légalisons-le. Alors je vais reciter quelques chiffres, tiens, justement sur le Maroc et puis les saisies et la production et le prix du cannabis en France. Le Maroc, il faut savoir qu'il produit 40% du hashish mondial et 80% de ce qu'on consomme en Europe. Le prix de la résine de cannabis ou de l'herbe, c'est environ 10 € le gramme. L'héroïne, c'est 40 et la cocaïne, 70. Ce sont des chiffres de l'Observatoire français des drogues et toxicologie. Et puis sur les saisies de cannabis en France, 600 kilos saisis en 70, 60 tonnes en 2010 et 51 tonnes en 2012. Alors vous vous dites, il faut en finir avec l'hypocrisie, ça sert à rien la prohibition, il faut légaliser. C'est quoi cette histoire? Pas avec l'hypocrisie, bon, toute réglementation est hypocrite dans le principe, non. Moi, je vais être clair avec vous, la légalisation contrôlée sert l'intérêt général. Aujourd'hui, mon mode de raisonnement, c'est que mon système, la légalisation contrôlée... Contrôlée, ça veut dire en vente libre, dans les bureaux de tabac par exemple? Non, surtout pas dans les bureaux de tabac, dans un circuit séparé de cannaboutique et de cannabistro, avec un mode de production sous le contrôle de l'État, avec des cannabiculteurs, qui est une sorte d'horticulture, une régie française fait 3 plantes de cannabis. Tu sais que c'est un crime. Effectivement, c'est un crime de cultiver du cannabis. C'est la production de stupéfiants. C'est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Quand vous dites à un petit jeune qu'il encourt 20 ans de réclusion criminelle devant des cours d'assises spéciales pour avoir mis 2 plants dans son jardin, l'univers bascule. Ça crée un climat de méchanceté et de haine. Je ne veux pas dire que le cannabis changera l'esprit général des Français et de la société, mais c'est certain que le monde changera quand le cannabis sera légalisé. Merci beaucoup. Donc on va continuer et puis en rêvant de cette France où tout le monde sera cool parce qu'il sera au cannabis. Ben, on sera déjà plus cool qu'aujourd'hui. Oui. Non, on va aller voir justement à Katmandou. Ça doit vous rappeler sinon des souvenirs. Enfin, des souvenirs peut-être d'une époque où on le sait, les chemins de Katmandou étaient très prisés, des hippies qui allaient là-bas, fumer en toute liberté puisque le cannabis y était toléré. Toléré. Il est interdit maintenant, mais il était toléré à l'époque. Donc on est allé voir ce qu'il en restait 40 ans plus tard. C'est Yvan Martinet, Yann Moine et Olivier Broutin qui nous proposent un joli reportage. Quand il ne prie pas, Cheitan Ashri est guide. Nous avons demandé à ce jeune religieux népalais de nous conduire dans le piémont himalayen, là où pousserait à profusion du cannabis. Nous sommes à moins de 20 km de Katmandou, la capitale. Nous marchons depuis 2 heures, quand soudain... Bonjour. Attendez, j'ai vu un truc là. Dans ce champ en jachère, sous ses pieds, du cannabis, partout. Regardez, il y en a partout. Partout. Regardez ce gros plan là, c'est dingue. Magnifique. Pour ce jeune hindouiste, le cannabis, c'est avant tout une plante sacrée, un cadeau du dieu Shiva. Alors, il ne cache pas sa joie devant une telle abondance.
Regardez ça. Des champs de marijuana. Au Népal, le cannabis, on appelle ça la ganja. Elle pousse sur ses pentes telle la mauvaise herbe. Dans quelques mois, ces plateaux en seront couverts. Il faudra même l'arracher pour cultiver le maïs. Mais pour Chaitanya Shri, cette herbe n'a que des vertus, qu'on la fume ou qu'on la mange. On prend un petit morceau comme ça et on l'avale. Tout simplement. Ça sert à quoi? À nettoyer. C'est comme un remède antiseptique qui t'aide à soigner différentes maladies. Mais vous allez pas